Alors, je m'appelle Pablo Castro, je suis doctorant en philosophie et professeur assistant à l'Université Autónoma de Madrid, en Espagne. Je dirais mes intérêts de recherche se sont concentrés surtout sur l'histoire de la philosophie contemporaine et je prêtais une attention particulière au rapport de la philosophie contemporaine avec la théorie sociale et les sciences de la vie. Le fil conducteur de mes différents travaux de recherche est plus précisément, je dirais, la tentative de comprendre l'histoire de la philosophie contemporaine à partir de Nietzsche. Et je dirais à cet égard, je m'intéresse notamment à la lecture de Nietzsche qu'ont fait les différents penseurs contemporains. Je me suis concentré à cet égard sur les penseurs qui ont ouvert la réflexion philosophique et bien à la théorie sociale comme Max Weber en Allemagne, bien aux sciences de la vie comme c'est le cas de Helmut Plessner en Allemagne et de Georges Canguilhem en France. Actuellement, ma recherche doctorale se concentre sur la réception de Nietzsche dans la philosophie française des années 1930 aux années 1960. C'est dans ce cadre que j'essaye d'une part de reconstituer le trace de la lecture que Canguilhem a fait de Nietzsche et d'autre part de comprendre l'importance de cette lecture dans son propre parcours intellectuel, je dirais dans le parcours intellectuel de Georges Canguilhem. Alors, je dirais que cela a commencé pour moi à partir des témoignages et de ceux qui ont connu Canguilhem en vie et qui ont attiré l'attention sur l'intérêt de Canguilhem pour la philosophie de Nietzsche. Comme je me consacre à l'étude de la réception de Nietzsche en France, et cela a été décisif pour moi, je dirais. Bien sûr, quelques ouvrages de Canguilhem, pour ainsi dire vitalistes, avaient déjà attiré mon attention, comme c'est le cas de La connaissance de la vie ou Le normal et la pathologie, qui sont des ouvrages très connus en Espagne. Et j'ai connaissé aussi les rôles formateurs que Canguilhem avait joués dans la vie et la pensée de Michel Foucault ou de Gilles Deleuze. Mais ce qui a été décisif pour que je me décide à réaliser une étude approfondie de l'œuvre de Canguilhem, ce sont ceux témoignages dont je parle. Le premier témoignage que j'ai connu sur l'intérêt de Canguilhem pour l'œuvre de Nietzsche, ce sont ceux de Althusser, et particulièrement son disciple, celui de son disciple Pierre Macherey, dans le livre de Canguilhem à Foucault. Ces témoignages sont un peu flous et exagérés, je dirais, mais ils ont été très importants pour m'amener à l'œuvre de Georges Canguilhem. D'autres témoignages, je dirais, ont été moins exagérés et plus centrés sur des questions ou de moments concrets de l'œuvre de Canguilhem. Je pense par exemple au souvenir de Jacques Piquemal dans Georges Canguilhem et professeur de terminale 1937-1938 et à la conférence de Michel Fichant au congrès Georges Canguilhem, philosophe historien des sciences, et intitulé Georges Canguilhem et l'idée de la philosophie. Ces textes, je dirais, ont été les plus décisifs pour m'amener aux archives de Canguilhem. Alors, en bref, je dirais que j'ai essayé de prendre au sérieux la question de la réception de Nietzsche par Canguilhem, qui était vaguement indiquée par le chercheur de Canguilhem, mais qui exigeait une recherche approfondie sur les différents moments du rapport Nietzsche-Canguilhem. Pour ce faire, il était nécessaire pour moi d'étudier non seulement les œuvres complètes, l'édition des œuvres complètes, mais aussi revenir sur le synédite, les cours inédits présents dans le fond Canguilhem. Alors, je suis très content de répondre à cette question qui me permet de remercier ceux qui travaillent au CAFES et qui m'ont si bien accueilli ces dernières années. Pour l'instant, je pense que le fonds Canguilhem du CAFES m'a apporté deux choses. La première chose, je dirais, c'est l'accès aux cours inédits de Canguilhem, où j'ai pu prendre connaissance du Canguilhem avant Canguilhem, pour employer la célèbre expression de Jean-François Bronstein. En Canguilhem, moins connu, je dirais, et surtout philosophe et professeur de philosophie. Alors, cela a été essentiel pour mes recherches, car j'ai pu voir comment Nietzsche participait
à sa réflexion dans le cours du lycée et dans les cours de l'université. La deuxième chose que m'apporte le Fonds Canguilhem, c'est l'accès à sa bibliothèque et où je peux voir le Canguilhem lecteur et chercheur, non seulement le Canguilhem philosophe et professeur de philosophie. Cela a été aussi important pour moi, pour ma recherche, pour savoir quels sont les livres de Nietzsche ou sur Nietzsche qu'il avait consultés et quels passages il avait soulignés ou marqués. Alors, cela dit, je pense que ce sont les cours qui ont apporté la grande quantité de matériaux à mes recherches. Grâce à ces cours, j'ai pu aller au-delà des associations imprécises ou naïves, pour ainsi dire, entre Nietzsche et Canguilhem, entre la volonté de puissance et la normativité biologique, et j'ai pu définir mon sujet de recherche avec plus de rigueur et de précision, en tenant compte des problèmes fondamentaux qui articulent ces dialogues. Je dirais l'enchaînement des problèmes de la valeur, la vie et la connaissance et l'erreur. Alors, comme je viens de le dire, le Fonds Canguilhem nous fait découvrir le Canguilhem philosophe et professeur de philosophie. C'est pour ça que j'ai choisi un texte que je crois très actuel, dans lequel Canguilhem propose une définition de la philosophie, de la position de la philosophie dans l'ensemble des activités humaines et de la délégitimation sociale qu'elle subit parfois. Cet extrait se trouve à la fin de la leçon intitulée « Du caractère normatif de la pensée philosophique » présent dans les célèbres cours Le Norme et le Normal 1942-1943. Après avoir parlé de l'anti-intellectualisme de Nietzsche et après avoir parlé du philosophe comme un esprit libre, Canguilhem termine cette leçon d'une manière, je dirais, presque prophétique et très actuelle, en parlant de la tâche de la philosophie. Je le lis et je termine avec ça. Canguilhem dit « L'intention de la philosophie, qui est de retrouver sur la disparate de ces créations spontanées l'unité de l'effort qui les inspire, ne peut réaliser cette intention qu'en référant les uns aux autres tous ces éléments de culture et de civilisation que sont science, mœurs, religion, technique, beaux-arts. Or, référer, c'est, nous l'avons vu, choisir des valeurs et importer de la valeur. C'est donc nécessairement critiquer et hiérarchiser. La philosophie ne peut pas ne pas être une attitude critique relativement à toutes les fonctions humaines qu'elle entend juger, puisqu'elle en cherche l'essence en les réintégrant dans la plénitude de la conscience. On voit donc que c'est bien plus à ouvrir des problèmes qu'à les résoudre que s'attache la philosophie. Elle est, selon M. Brunswick, la science des problèmes résolus, c'est-à-dire la contestation des solutions acquises. Nous retrouvons par là, termine Canguilhem, la raison de ces réactions historiques à l'existence de la philosophie dont nous avons vu qu'elles sont essentielles à l'intelligence du concept. La philosophie est mise en question de la vie et par là déjà menace pour la suffisance de la vie. Dès que l'on cherche ce dont la vie devrait être les moyens en cherchant une raison de vivre, on trouve aussi des raisons de perdre la vie. Rien n'est plus contraire au vivant que de voir dans l'interruption de la vie une valeur et non pas seulement un accident. Voilà une des sources d'impopularité de la philosophie. Merci.